J'ai grandi dans une petite ville industrielle de Bourgogne, un endroit où le sifflement de l'usine rythmait la vie bien plus fidèlement que n'importe quelle horloge. Ma maison, un modeste 2 pièces aux volets écaillés, était à la limite du centre-ville, la peinture défraîchie reflétant parfaitement la vision pragmatique de mon père, Gérard Moreau. Pour lui, l'éducation, c'était du vent, un luxe inutile. Travaillant à la fonderie depuis plus de 25 ans, ses mains calleuses et son éternel froncement de sourcils étaient les marques d'un « vrai travail », selon ses propres mots, tandis que mes aspirations universitaires étaient vues comme une faiblesse, un caprice d'enfant gâté. Ma mère, Monique, travaillait à mi-temps dans un petit café du coin, et passait le reste du temps à maintenir la maison selon les règles strictes de mon père. Elle avait appris très vite qu'un mot de travers pouvait plonger la maison dans un silence glacé ou des disputes explosives. Elle était devenue son reflet, répétant ses opinions pour éviter d'être la cible de ses colères. Parfois, elle riait même de mes rêves d'études, un rire nerveux qui masquait à peine sa peur d'être la prochaine victime. Mon frère aîné, Julien, était le fils modèle. Il avait abandonné le lycée en classe de première pour rejoindre mon père à la fonderie. Voilà un vrai Moreau, déclarait fièrement mon père lors des réunions de famille, posant une main lourde sur l'épaule de Julien. Pas de bêtises de livres, juste du travail honnête. Julien avait rapidement adopté les mêmes discours et attitudes, et à 20 ans, il avait son propre appartement et une paix régulière, des réussites que mes parents considéraient comme le sommet du succès. Moi, dès le plus jeune âge, j'avais découvert une passion dévorante pour le savoir. Les mots me fascinaient, les chiffres recelaient des secrets que je voulais percer. Je passais des heures à faire des expériences scientifiques dans la cuisine, perdant la notion du temps jusqu'à ce que mon père fasse irruption, furieux, m'ordonnant d'arrêter de gaspiller la nourriture pour des bêtises. Ma maîtresse de CM1, Madame Dupont, avait été la première à remarquer mes capacités analytiques. Elle avait dit à mes parents lors d'une réunion obligatoire, « Alison a un esprit remarquable ». Mon père avait regardé le mur, tandis que ma mère hochait poliment la tête, oubliant ses paroles avant même de quitter l'école. Au fil des années, mes petites victoires scolaires n'avaient jamais trouvé leur place dans les conversations familiales. En CM2, j'avais gagné le concours d'orthographe du canton, un exploit salué par un court article dans le journal local avec ma photo rayonnante, un certificat à la main. Mes camarades partageaient la fierté avec leurs parents, mais pas moi. Mon père prétextait des heures supplémentaires au travail pour justifier leur absence. Plus tard, j'avais surpris une conversation où il disait à Julien que célébrer le fait de savoir épeler était ridicule, que n'importe qui pouvait vérifier les mots dans un dictionnaire. À eu collège, mon projet sur la qualité de l'eau des rivières locales avait été primé au niveau régional. Le principal avait appelé la maison pour m'en informer. Ma mère avait répondu avec un ton aussi enthousiaste qu'une météo maussade. Quand j'avais demandé à mes parents s'ils me conduiraient au concours à Dijon, mon père avait ri au nez de mes ambitions. « Tu ne vas pas gaspiller de l'essence pour jouer à la scientifique. Ça ne met pas de pain sur la table. » Le lycée était devenu mon refuge. Je m'inscrivais à toutes les activités intellectuelles possibles, restant après les cours jusqu'à la fermeture des salles. Monsieur Laville, mon prof d'anglais, me prêtait des livres de sa collection personnelle, me conseillant de ne jamais laisser quiconque éteindre ma lumière intérieure. Madame Garcia, ma prof de maths, m'aidait à préparer les concours d'entrée aux grandes écoles. Quand j'ai été major de promo, le principal a appelé mes parents pour les inviter à la cérémonie. Ils n'étaient pas venus. Mon père avait prévu une sortie pêche avec Julien, ma mère avait une migraine. J'ai prononcé mon discours devant une salle pleine d'inconnus, retenant mes larmes, tandis que les autres élèves couraient embrasser leurs parents fiers. Seul Monsieur Laville est venu me voir, m'offrant un carnet avec une inscription, « Ton voyage ne fait que commencer. Le monde a besoin de ta voix. » Cette nuit-là, j'ai fait une promesse secrète. Je serai la première Moreau à aller à l'université, pas n'importe laquelle, la meilleure qui voudrait bien de moi. L'éducation serait ma voie d'évasion de l'avenir étroit que ma famille avait tracé pour moi. Chaque mépris, chaque refus de reconnaître mes réussites était une brique de plus dans le mur de ma détermination. J'ai postulé à des bourses en secret, utilisé les ordinateurs du lycée pour remplir mes dossiers d'inscription, créé une adresse mail que mes parents ne pouvaient pas deviner, convaincu un professeur de servir d'intermédiaire pour que le courrier n'arrive pas chez moi. Tandis que mes camarades exhibaient leurs lettres d'admission à leurs familles aimantes, je cachais les miennes sous une lame de parquet, les relisant la nuit à la lueur d'une lampe de poche, mes doigts caressant les logos dorés des universités comme des cartes au trésor vers une autre vie. Le jour de la remise des diplômes, alors que la famille célébrait, mon père m'a demandé avec un rictus, « Alors, tu commences à la fonderie la semaine prochaine, hein ?» Quand j'ai eu le courage d'annoncer ma bourse complète à l'université de Bourgogne, le silence s'est installé 10 secondes, puis mon père a jeté son assiette contre le mur, hurlant que je me croyais trop bien pour le travail honnête, que les livres ne nourrissaient pas. Ma mère baissait les yeux, tandis que Julien riait, me traitant de bizarre, comme à son habitude. Cette nuit-là, j'ai fait ma valise. Peu de choses, mais chaque objet était un morceau de moi que je reprenais à ceux qui ne m'avaient jamais vu. J'ai pris un bus, seul, avec une valise et un sac à dos,
arrivé dans une ville universitaire où les familles déchargeaient leurs voitures, les mamans arrangeaient les lits, les papas montaient les meubles. Moi, je n'avais rien de tout ça. Pas d'ordinateur, pas d'argent de poche, juste une bourse qui payait les cours et le logement. Mon amie de chambre, Jasmine, avait des parents qui s'occupaient d'elle. Je mentais, comme je le ferais souvent, disant que mes parents viendraient plus tard. La vérité était trop compliquée, trop douloureuse. Les premiers mois furent un enfer. Sans ordinateur, je passais des heures à la bibliothèque à taper mes devoirs, travaillant le soir dans un café proche du campus, les week-ends au restaurant pour joindre les deux bouts. Quand une angine m'a cloué au lit, j'ai dû appeler mes parents pour demander de l'aide. Ma mère a répondu avec méfiance, mon père a pris le combiné, me souhaitant la bienvenue dans le vrai monde. Ce fut le début d'un cauchemar silencieux. J'ai dormi dans ma voiture, me douchant au gymnase, invisible parmi des milliers d'étudiants. Un jour, j'ai trouvé un studio hors campus, dans un quartier douteux, mais c'était à moi. Malgré tout, j'excellais dans mes études, mes professeurs remarquaient mon sérieux. La psychologie est devenue mon refuge, un moyen de comprendre mes blessures, de guérir. Chaque théorie sur les dynamiques familiales reflétait un morceau de mon histoire. J'étais chercheuse et sujet à la fois, cachant cette double vie derrière un langage académique rigoureux. Puis, le drame est survenu, le jour de la remise de ma thèse de master. Mon père, Gérard, a brisé mon ordinateur portable sur ma tête, détruisant plus que du matériel. Mon sang coulait, ma mère riait. Ce jour-là, tout a basculé. J'étais seule face à leur violence, mais je n'étais plus la fille fragile d'autrefois. J'étais prête à me battre, à me relever, coûte que coûte. Ma survie ne serait pas un simple combat, mais une victoire éclatante, sur leurs attentes, leur mépris, leur douleur. Ce n'était que le début. Le matin de la remise de ma thèse, je me souviens de cette lumière blafarde qui filtrait à travers les stores fatigués de la cuisine familiale. J'étais éveillée depuis presque 40 heures, nourrie uniquement par le café noir et une détermination farouche. Chaque minute comptait. 18 mois de travail, de sacrifice, allaient s'achever aujourd'hui. Pourtant, l'atmosphère était lourde, étouffante, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle, anticipant la tempête. J'avais installé mon poste de travail sur la table de la salle à manger, un espace suffisamment grand pour étaler mes notes, mes livres, mes références. Mon vieux portable, acheté d'occasion avec ma bourse d'assistanat, ronronnait doucement, encaissant sans broncher le poids du document immense que je tapais. Tout semblait prêt. Je n'avais plus qu'à peaufiner les derniers détails, relire, formater, envoyer. Puis Gérard est sorti de sa chambre, plutôt que d'habitude. Son visage fermé, ses yeux plissés, tout annonçait un orage. Il s'est arrêté dans l'embrasure de la porte, observant mon installation avec un mépris palpable. Encore en train de jouer à l'étudiante, hein? A-t-il lancé, sa voix pleine de cette condescendance qui me vrillait le cerveau. Les gens normaux sont déjà au boulot à cette heure-ci. J'ai serré les dents, refusant de céder à la colère qui montait. Juste quelques heures de plus, je me suis dit, puis tu pourras souffler. J'ai répondu calmement que je devais finir avant midi, heure limite pour la remise. Il a grogné et s'est dirigé vers la cafetière, marmonnant que ce que j'appelais travail n'était qu'une distraction inutile. Ma mère est apparue, les cheveux enroulés dans des bigoudis, regardant la table jonchée de feuilles d'un air désapprobateur. Tu devrais faire une pause, Allison, a-t-elle soufflé, déposant une assiette à moitié vide sur la table. On ne te voit plus jamais. La famille, c'est important. L'ironie me mordait. Depuis des semaines, il ne supportait plus ma présence, se plaignant de mes papiers qui envahissaient chaque recoin, et voilà que soudain, la famille devenait une priorité. J'ai expliqué, d'une voix ferme, que je ne pouvais pas m'arrêter, que cette thèse représentait tout ce que j'avais construit, tout ce que j'étais. Gérard est revenu, la tasse de café à la main, cette fois avec un ton plus menaçant. Ta mère t'a demandé de débarrasser la table. Ce n'est pas une demande. Son regard avait ce tranchant que je reconnaissais depuis toujours, celui qui annonçait des conséquences. Mais je me suis tenue droite, décidée à ne pas laisser tomber. Je mangerai plus tard. Vous pouvez vous servir au comptoir. J'ai dois finir. Le visage de mon père s'est assombri, et avec un claquement sec, il a posé sa tasse sur la table, renversant un peu de café sur le napperon. C'est ça l'éducation. Ça fait croire aux gamins qu'ils sont trop bien pour les repas en famille. Trop importants pour respecter les règles. Ma mère a essayé d'apaiser la situation, suppliante. Laisse-la finir, Gérard. Elle pourra manger après. Mais son ton trahissait son manque de conviction. Nous savions tous que ça ne tiendrait pas longtemps. Puis Julien est arrivé, comme une ombre pesante qui venait briser le fragile équilibre. Sans frapper, il a déboulé dans la pièce, faisant claquer ses clés sur le comptoir. J'ai entendu dire qu'on avait une scientifique à la maison. Ça avance, ta thèse? Son rire moqueur m'a transpercé.
Il exhibait fièrement sa promotion à la fonderie, avec un air de supériorité que je connaissais bien. Un vrai Moreau, disait mon père. Pas une rêveuse. Les heures suivantes se sont déroulées dans un balai cruel de désagréments calculés. La télévision montait à fond dans le salon, les conversations téléphoniques bruyantes de Julien juste derrière ma chaise, ma mère entrant plusieurs fois pour nettoyer des surfaces déjà propres, comme si elle voulait me faire sortir de mes gonds-poings à 11h30, j'étais à bout de nerfs, mais la victoire était proche. Ma thèse était prête, les citations vérifiées, le résumé poli. Il ne restait plus qu'à enregistrer et envoyer. J'avais ce sentiment étrange, entre épuisement et triomphe, que rien ne pourrait m'arrêter. Puis l'écran s'est figé. La connexion Internet avait sauté. J'ai vérifié mon téléphone. Pas de réseau non plus. La panique m'a saisi. Je suis allé dans le salon où Gérard regardait un match de rugby, la connexion parfaite. Le Wi-Fi ne marche pas dans la salle à manger, ai-je dit, essayant de garder un ton calme. Tu peux regarder le routeur. Il n'a même pas daigné me regarder. Ça marche très bien pour moi. Mais pour toi, c'est autre chose. Puis il a ajouté, avec un sourire en coin qui glaçait le sang, curieux comme les pannes arrivent toujours quand il s'agit de ton boulot d'écolière. Je sentais le piège se refermer. Était-ce lui qui avait coupé la connexion? Le sourire satisfait sur ses lèvres confirmait mes pires soupçons. Mon réseau, mes règles. Cette phrase avait résonné comme une sentence. J'ai essayé de me raisonner, de garder la tête froide. J'avais besoin de ces quelques minutes pour envoyer mon travail. Je suis allé vers le routeur, déterminé à rétablir la connexion moi-même. Mais ses mains se sont refermées sur mon bras avec une force brutale, me stoppant net. Tu ne touches à rien sans ma permission. J'ai arraché mon bras, le regardant droit dans les yeux. C'est fou, Gérard. Je dois juste envoyer un document. Il a éclaté de rire, un rire sans joie ni amusement. Ton travail? Une excuse pour fuir la vraie vie. Ton diplôme de savante te rend plus fière que ta famille? À cet instant, tout est devenu clair. Ce n'était jamais vraiment question d'éducation. C'était sa peur, son insécurité face à mes choix. J'ai osé lui dire. Non, je ne suis pas ingrate, je suis ambitieuse. Je refuse de laisser ta jalousie détruire mon avenir. Je suis plus forte que tu ne le penses. Alors que je me retournais, serrant mon ordinateur comme un bouclier, il s'est avancé, menaçant. Tu crois être meilleur que nous tous. Je ne répondais pas. Le temps pressait. J'allais partir sur le campus, même si je devais rater la date limite. Mais il a été plus rapide. D'un geste violent, il a arraché mon portable. Ce moment a duré une éternité, nos regards figés, un duel silencieux. Puis, dans un fracas terrifiant, il a levé l'appareil au-dessus de sa tête et l'a abattu contre le mur, juste à côté de ma tête. La douleur a explosé, vive et brûlante. Du sang a coulé, chaud et amer, sur mon visage. J'ai reculé, heurtant le mur, ma vision se brouillant. Mon portable, mon travail, tout était brisé sur le sol. Gérard se tenait au-dessus de moi, hurlant que je ne méritais pas d'avenir, que je n'étais qu'un parasite. Et puis, le pire est arrivé. Ce rire, aigu et nerveux, venu de l'ombre, celui de ma mère, qui regardait la scène sans intervenir. Elle riait. Riait alors que je saignais, alors que tout ce que j'avais construit était détruit. Gérard, ça suffit, a-t-elle dit enfin, toujours hilar, comme si elle venait d'entendre une blague un peu trop grinçante. Leurs pas se sont éloignés, laissant derrière eux un silence assourdissant. Moi, j'étais là, étendu sur le sol, la douleur pulsant dans ma tête, le sang dégoulinant sur mes doigts tremblants. Mon avenir gisait en miettes à mes pieds, et pourtant, cette fois, je savais que je me relèverais. Parce que ce qui ne tue pas rend plus forte, et que je n'étais pas prête à abandonner. J'ai ramassé les morceaux, ma tête tournant, chaque battement de cœur amplifiant la douleur. Je savais que j'aurais besoin de soins, peut-être de points de suture, peut-être plus. Mais la thèse, mon avenir, tout ça comptait plus que jamais. Je suis sorti de la maison, le soleil m'aveuglant, le cœur lourd mais l'esprit déterminé. Ce jour-là, tout avait changé. Mais ce n'était que le début de mon combat. Je me souviens de chaque détail de ce jour-là, comme si le temps s'était figé dans une pause douloureuse. Le soleil frappait fort sur la petite route qui menait de la maison familiale à Dijon. J'étais assise au volant de ma vieille Renault Clio, le sang continuant de couler lentement sur ma tempe, mon foulard trempé que j'avais pressé contre la plaie. La douleur pulsait à chaque battement de mon cœur, et la nausée tournoyait dans mon estomac. Pourtant, je devais avancer. Pas seulement pour moi, mais pour tout ce que je représentais, des années d'efforts, de résistance, de rêves piétinés. Le téléphone avait vibré dans ma poche. Un message de ma directrice de mémoire, Madame Lefebvre. Alison, où en es-tu? La date butoir approche. Je n'avais pas le courage d'expliquer, pas encore.
Alors j'ai tapé un bref message, urgence. Je viens au centre de santé. Merci pour ta compréhension. Puis, j'ai redémarré la voiture, le volant entre mes mains tremblantes, la tête lourde comme un plomb-point arrivé au centre médical universitaire, j'ai été prise en charge sans tarder. Une infirmière douce, Madame Charpentier, m'a guidée vers une salle d'examen. Son regard compatissant contrastait violemment avec le silence glacial de la maison d'où je venais. Elle a délicatement nettoyé la plaie, puis le médecin est arrivé, me confirmant une commotion légère et la nécessité de points de suture. La prescription était claire, repos, 0 écran, au moins 48 heures. C'est alors que Madame Lefebvre est entrée. Son visage, habituellement impassible, s'est adouci en voyant mon état. Elle m'a serré la main avec conviction et a dit que l'université allait m'octroyer une extension exceptionnelle, que ma santé était la priorité. J'ai senti une vague d'émotion m'envahir, un mélange de gratitude et de soulagement que je n'avais jamais connu auparavant. Mais il restait le plus dur, affronter la réalité. Porteur plainte contre mon père, reconnaître que ce que j'avais vécu n'était pas un simple conflit familial, mais une agression. L'idée me terrifiait, mais je savais que c'était nécessaire. Le policier, un homme d'une 50aine d'années au regard sérieux, a pris ma déposition avec une patience infinie. Il a photographié ma blessure, documenté les dégâts du portable brisé. Chaque cliché était une cicatrice visible, un témoignage tangible contre l'invisible violence qui m'avait marqué depuis l'enfance. Le soir, dans un petit appartement prêté par l'université pour les urgences, je me suis effondrée sur le lit, épuisée. La douleur physique se mêlait à un tourbillon d'émotions, colère, tristesse, mais aussi une étrange sensation de liberté. J'étais loin de la maison, loin des regards accusateurs, loin des rires cruels. J'étais enfin seule, avec moi-même, prête à reconstruire. Les jours suivants, entre séances de suivi médical et rendez-vous avec la psychologue de l'université, j'ai commencé à prendre conscience de la profondeur de ce que j'avais traversé. La violence n'était pas qu'un acte isolé, mais le point culminant d'années de rejet et de mépris. Pourtant, malgré tout, j'avais réussi à soumettre une version presque complète de ma thèse. Sauvée grâce à un courriel envoyé à ma directrice quelques jours plus tôt. L'université a organisé une réunion avec le service informatique. À ma grande surprise, ils ont réussi à récupérer la majeure partie de mes fichiers sur un disque dur externe, miraculeusement intact malgré le choc. Ce petit boîtier devenait alors le symbole de ma survie, le témoin silencieux de mon combat contre l'adversité. Peu à peu, la vie a repris son cours. J'ai repoussé la soutenance d'un mois, le temps nécessaire pour guérir physiquement et mentalement. Ce délai m'a permis de retravailler mon mémoire, de peaufiner mes analyses, et surtout, de me préparer à affronter le regard du jury. Le jour J, j'étais nerveuse, mais déterminée. Chaque question était une occasion de montrer que je n'étais pas qu'une victime, mais une chercheuse capable d'apporter une contribution significative à la psychologie familiale. Quand le président du jury a annoncé que j'avais obtenu les plus hautes distinctions, un poids immense s'est envolé de mes épaules. La reconnaissance académique était douce, mais rien ne valait la victoire intime sur mes démons. Dans les semaines qui suivirent, j'ai déposé une demande d'ordonnance de protection contre mes parents. Le procès s'est déroulé sans qu'ils ne se présentent, leur avocat tentant de minimiser les faits, les qualifiant d'exagération d'une jeune femme en quête d'attention. Le juge, après avoir examiné les preuves, a tranché en ma faveur, accordant une ordonnance restrictive pour une durée maximale. Cette décision fut un nouveau tournant. J'avais enfin mis une barrière physique et légale entre eux et moi, une frontière infranchissable qui m'a permis de commencer à guérir. Peu après, une opportunité inattendue s'est présentée. Un poste d'assistante de recherche au sein du département de psychologie, avec un modeste salaire et un logement universitaire. Madame Lefebvre m'avait recommandé, convaincue que mes travaux sur la résilience éducative des étudiants de première génération apporteraient un éclairage précieux. C'était la chance que j'attendais, un pied dans le monde que j'avais choisi, un éloignement progressif de l'ombre familiale. Un jour, alors que je travaillais tard dans mon bureau, une silhouette familière est apparue dans l'encadrement de la porte. C'était Julien, mon frère, maladroit, hésitant, mais sincère. Il m'a avoué avoir longtemps ignoré la vérité, soutenant le mensonge familial selon lequel j'étais tombée et me serais blessée toute seule. Il m'a offert un ordinateur portable flambant neuf, un geste qui, malgré son insuffisance face à l'ampleur du mal, était chargé d'une émotion nouvelle. Ce moment fut une révélation. Julien, lui aussi, avait souffert des mêmes blessures invisibles, mais à sa manière. Peut-être qu'ensemble, nous pourrions réécrire certaines pages de notre histoire. Je me suis mise à intégrer mes expériences personnelles dans mes projets universitaires, créant des programmes d'accompagnement pour les étudiants issus de milieux défavorisés, ceux qui, comme moi, devaient affronter non seulement les défis académiques, mais aussi le poids d'une famille qui ne les soutenait pas. Chaque témoignage, chaque regard reconnaissant me rappelait pourquoi j'avais choisi ce chemin. Transformer la douleur en force, le rejet en espoir. 1 an après l'incident, j'ai été invitée à présenter mes recherches lors d'un congrès national sur l'équité en éducation.
Debout sur la scène, face à des centaines de professionnels, j'ai senti la puissance de ma voix, celle d'une femme qui avait traversé la tempête et qui, désormais, éclairait le chemin pour d'autres points. L'ovation debout qui a suivi n'était pas seulement pour mon travail, mais pour la victoire silencieuse de toutes celles et ceux qui luttent contre les chaînes invisibles de leur passé. Pour mes parents, j'ai choisi la distance. Leur mise en cause, leur justification maladroite renforçaient la certitude que notre histoire était irrémédiablement brisée. Mais la vie m'a offert une autre famille, des collègues, des amis, des étudiants, des mentors. Une famille choisie, bâtie sur le respect, la confiance et la bienveillance. Aujourd'hui, dans mon appartement parisien, je regarde le cadre qui renferme mon diplôme, accroché au mur. La cicatrice sur ma tempe s'est estompée en une fine ligne argentée, discrète mais indélébile, comme le souvenir d'une bataille remportée. Un message s'affiche sur mon ordinateur. Une nouvelle proposition de recherche. Un sujet qui touche encore plus profondément. Une série d'étudiants de première génération ont disparu mystérieusement dans une université proche. Leur dossier évoque des familles dysfonctionnelles, des tensions similaires aux miennes, mais derrière cela, une énigme plus sombre se dessine. J'y sens mon cœur s'accélérer. Cette histoire, c'est mon prochain combat. Ma prochaine chance de transformer le mal en lumière. Cette fois, je ne reculerai pas. Les jours qui ont suivi cette nouvelle mission ont été une plongée vertigineuse dans un univers où les ombres du passé semblaient s'étendre bien au-delà de ma propre histoire. Cette disparition mystérieuse d'étudiants, tous issus de milieux compliqués, résonnait comme un écho troublant à mon propre parcours. Je ne pouvais m'empêcher de penser que, malgré la distance prise avec ma famille, certaines blessures restaient universelles, que ces jeunes avaient peut-être vécu les mêmes silences, les mêmes rejets. Mon appartement, d'habitude refuge paisible au cœur de Paris, est devenu le théâtre de longues nuits blanches où je dévorais dossiers, témoignages et statistiques. La fatigue s'accumulait, mais une force nouvelle me portait. C'était comme si, pour la première fois, je n'étais plus seulement la victime ou la survivante, mais aussi la chercheuse capable d'éclairer les ténèbres. Je me suis surprise à sourire parfois, malgré tout. Un sourire teinté d'ironie douce amère en repensant à ces années où mon père me traitait de parasite, où ma mère riait de mes ambitions comme on rit d'une mauvaise blague. Aujourd'hui, c'était moi qui tenais la plume, qui écrivais le prochain chapitre, qui créait du sens à partir du chaos. Un soir, alors que la pluie tambourinait contre les fenêtres, mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu. Je n'aurais pas dû répondre. Mais j'ai écouté. Une voix basse, hésitante, m'a murmuré des mots qui ont fait écho à mes pires craintes. Tu n'es pas la seule à avoir été trahie. Puis, plus rien. Silence. Suspense. Mystere d'un frisson aimé parcouru. Cette phrase, lourde de promesses et de menaces, ouvrait une porte que je n'étais pas certaine de vouloir franchir. Mais mon esprit, forgé dans la douleur et la résilience, refusait de reculer. Je me suis levé, les muscles tendus, le regard fixé sur la nuit noire. Le combat n'était pas terminé. Il venait à peine de commencer. Cette fois, je savais que je ne serais pas seule. Je suis resté figé quelques instants, le combiné toujours collé à mon oreille, le cœur battant la chamade, tandis que le silence pesant s'installait à nouveau. Cette voix mystérieuse, douce et grave, avait laissé derrière elle une promesse voilée, un secret lourd à porter. Tu n'es pas la seule à avoir été trahie. Ces mots résonnaient en moi comme un écho lointain mais familier, comme si une partie de mon passé, enfouie sous des années de souffrance, revenait réclamer justice. J'ai raccroché, tentant de rassembler mes pensées. La pluie continuait de battre contre les vitres, créant une symphonie mélancolique qui accompagnait mes tourments. Cette nuit-là, le calme de mon appartement n'était qu'une façade fragile derrière laquelle s'agitait une tempête intérieure. Je savais, au plus profond de moi, que ce nouvel appel n'était pas un hasard. Quelqu'un d'autre portait le même fardeau, la même douleur sourde d'un foyer où l'amour avait été confondu avec le contrôle, la peur et la violence. Peut-être même que cette personne avait été brisée un peu plus profondément encore. Et pourtant, elle avait trouvé le courage de sortir de l'ombre, de me tendre la main à travers le silence. Le lendemain, je me suis mise à creuser. Chaque détail, chaque dossier des disparitions étudiantes, prenait un relief nouveau. Les profils se recoupaient étrangement. Jeune femme brillante, issue de familles dysfonctionnelles, souvent la seule à poursuivre des études supérieures. Une constellation de vies fragiles qui semblait s'éteindre dans l'indifférence générale. J'y passais des heures à analyser les témoignages, à chercher ce fil invisible qui relierait ces disparitions, cette trahison collective que je pressentais mais peinais à définir. Mon propre vécu me donnait une sensibilité nouvelle, presque douloureuse, à ces histoires brisées. Je sentais que, quelque part, en dévoilant cette vérité, je pourrais peut-être sauver d'autres vies, d'autres espoirs. Mais il y avait une ombre plus lourde encore. Une présence sourde, presque palpable, qui semblait veiller au silence. Des avertissements subtils. Une tension dans l'air que je ne pouvais ignorer. Parfois, dans la nuit, un coup frappé à ma porte me faisait sursauter, suivi d'un silence pesant. Des regards furtifs dans la rue,
des murmures étouffés. Comme si cette quête réveillait quelque chose d'inquiétant, un secret que certains voulaient garder enfoui. Malgré la peur qui parfois me tenaillait, je refusais de reculer. Chaque pas vers la lumière était un acte de défiance contre tout ce qui voulait m'enfermer dans la peur et la résignation. Mon passé, mes cicatrices, n'étaient plus seulement des blessures, mais les fondations d'une force nouvelle, d'une détermination inébranlable. À au fil des semaines, mon travail a commencé à attirer l'attention. Des collègues, des étudiants, même des inconnus me contactaient, partageant leurs histoires, leurs douleurs. Une communauté silencieuse mais puissante se formait autour de cette cause. Ensemble, nous devenions plus forts, prêts à affronter les ombres. Un soir, alors que je rentrais tard de l'université, une enveloppe non affranchie glissa discrètement sous ma porte. À l'intérieur, une photo ancienne, légèrement froissée, où je reconnaissais une silhouette familière, floue mais reconnaissable. Au dos, un simple mot écrit à la main, « Regarde bien ce que tu cherches ». Mon souffle s'est arrêté. Cette énigme, ce mystère, prenait une dimension personnelle, presque intime. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, révélant une vérité plus sombre et plus complexe que je ne l'avais imaginée. Je savais que ma vie allait basculer à nouveau. Que le combat serait plus dur, plus dangereux. Mais, pour la première fois depuis longtemps, je sentais que j'étais prête. Prête à affronter le passé, les fantômes, les trahisons. Prête à écrire la suite de mon histoire, celle où la lumière triomphe de l'ombre. Et dans le silence de la nuit parisienne, tandis que la ville s'endormait, je me suis juré que cette fois, rien ni personne ne m'arrêterait.